Donc on va peut-être passer à l'intervention suivante. Alors, a été cité le projet Opamalt, qui est un projet qui a été un peu précurseur de cet axe 3 des travaux à démarre, et donc que va nous présenter Julie, qui anime ce projet, donc un projet Ecophyto et qui a commencé il y a 2 ans. Et donc, nous dirons où on en est par rapport à ça. Oui, donc bonjour à tous, moi je m'appelle Julie Egon, ça fait 2 ans que je travaille à l'ITEPMAI et donc je vais vous présenter le projet Opamalt. Donc comme disait Philippe, c'est un projet précurseur dans le sens où il est arrivé 1 an avant, il a commencé en début 2024, donc on est à la 2e année du projet là, c'est un projet qui dure 3 ans. Et le but de ce projet, il s'intéresse aussi aux adventices et aux alternatives aux herbicides, globalement, mais plus précisément en culture pérenne. Donc c'est un peu la particularité par rapport à Ademar, qui s'intéresse généralement aux cultures de PAM. Opamalt, c'est un petit peu plus petit projet, donc on a décidé de se concentrer sur ce type de culture-là, et donc les cultures pérennes, donc qui restent en place plus d'1 année et qui posent aussi des questions en termes de salissement des cultures au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça nous semblait pertinent de s'intéresser à ça. Donc pour le contexte du projet, c'est un projet, donc déjà dans le nom du projet, il y a Opamalt et le O, c'est pour horticole. Donc c'est un projet qui est à la fois le partenaire principal, donc ITEPMAI est porteur, et le partenaire principal c'est Astredor. Et donc il y a tout un volet sur l'horticulture et un autre volet sur les PPAM. Aujourd'hui, je vais vous parler que des PPAM parce que c'est ce que je maîtrise mieux et qu'on n'a pas le temps de parler de tout. Mais voilà. Et on a aussi beaucoup d'autres partenaires qui nous permettent de faire plein de choses très intéressantes et notamment aussi de suivre des essais chez des agriculteurs. Donc, il y a différentes étapes à ce projet. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quelque chose de particulier avec ce projet, c'est que on est aussi dans de la co-conception. Donc, la première étape du projet, ça a été de constituer des groupes d'acteurs, donc groupes d'acteurs de la filière qui sont concernés par cette problématique. Donc, c'est autant des producteurs que des industriels, mais ça peut aussi être des conseillers ou des instituts techniques comme nous. Et donc, on a constitué 2 groupes géographiques, un dans le nord-ouest, donc globalement un peu autour de Chemillé, parce que c'est notre point d'ancrage à nous, et un dans le sud-est, aussi autour plus ou moins de la station du sud-est, mais et puis bon, globalement, c'est les 2 grosses zones de production des PPAM, et c'est les 2 zones où on a plus l'habitude de travailler. Donc voilà, c'était assez intéressant. Une fois qu'on a constitué ces groupes d'acteurs, on s'est retrouvés 2 jours avec chaque groupe, donc 2 jours dans le sud, 2 jours dans le nord, pour travailler ensemble à co-concevoir, donc concevoir tous ensemble des nouveaux itinéraires de culture sur la base de ce que voulaient travailler notamment les producteurs. Donc ça nous a permis de faire des nouveaux itinéraires de culture en s'appuyant sur des techniques innovantes, donc un ensemble de techniques pour chaque itinéraire. Et ensuite, l'idée était de tester ces itinéraires à la fois en station et chez des producteurs. Donc, il y a eu 4 essais qui ont été mis en place en station expérimentale, 2 dans le nord, donc à Chemillé, juste à côté, et 2 dans le sud-est. Et il y a aussi des essais producteurs qui ont commencé à être mis en place. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais on commence à en avoir un certain nombre, donc c'est très intéressant aussi. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il a fallu qu'on se concentre sur certaines cultures pour pas trop s'éparpiller. Donc on a choisi les cultures de menthe, de camomille et de thym. Pourquoi ces cultures-là? Parce que c'est des cultures assez emblématiques de la filière, qui représentent quand même une production assez importante. Et voilà, globalement, c'est déjà des très bonnes raisons. La 3e étape, du coup, donc ça c'est plutôt en cours, ce sera d'évaluer ces systèmes de culture. Donc à la fois d'un point de vue technique, en évaluant la facilité, les problèmes que telle ou telle technique peuvent poser, mais aussi d'un point de vue économique, donc par le coût de la technique, mais aussi le temps passé. Et puis il faut aussi que ça corresponde à des besoins réglementaires et environnementaux. Et à la fin du projet, ça on n'a pas encore trop commencé, enfin quoique, aujourd'hui c'en est un peu, diffuser la connaissance autour de ce projet. Maintenant, je vais vous présenter les premiers résultats qu'on a. Donc, vous allez voir que c'est encore plus des
observations assez larges. On a quelques données chiffrées, mais pas encore beaucoup. Mais bon, ça donne déjà une idée de ce qui se passe. Et puis, il faudra revenir à la fin du projet. J'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer. Donc, je vais vous parler des essais stations d'abord. Donc, comme je vous disais, il y en a 4. Le premier, c'est l'essai menthe poivrée, donc qui a été mis en place à Chemier en juin 2024. Vous allez voir qu'à chaque fois, sur chaque essai, on a 3 modalités, 2 modalités innovantes que je présente en premier, et le dernier, c'est le témoin conventionnel. Donc, ce témoin, il nous permet de comparer un peu ce qui peut se passer chez un producteur, et il s'appuie sur les techniques conventionnelles classiques qui peuvent être mis en place. Donc, il y a autant des traitements chimiques, mais aussi du travail du sol. C'est assez varié. Donc, sur cet essai-là, on a une modalité paillage, donc, qui a été mise en place. D'abord, la menthe a été plantée en mai, je ne sais plus, au printemps 2024. Ensuite, on a, en septembre 2024, mis en place du paillage de miscanthus par-dessus toute la culture, donc y compris la menthe. Et la menthe étant bien implantée, elle a pu percer le paillage et se retrouver au-dessus, et donc continuer sa croissance correctement. Sur cette parcelle-là, elle est restée quand même très propre. Le miscanthus s'est peu dégradé. Dernièrement, on a observé une moins bonne reprise après la dernière récolte et de l'oïdium. Alors, sachant qu'en plus, pour rebondir sur le côté frein d'azote, etc., on n'a pas fait d'analyse précise, si ce n'est qu'on a essayé c'était au printemps de cette année, je crois, voilà, avec un SPAD, donc ça mesure la chlorophylle des feuilles, donc ça compare, voilà, globalement, est-ce que, enfin, on le voit en fait, si une culture est plus ou moins verte, le SPAD il va nous donner une donnée chiffrée là-dessus. Ça va nous permettre ensuite de prendre des décisions. Donc au printemps 2025, on n'a pas observé de différence là-dessus, mais on soupçonne que la moins bonne reprise après la dernière récolte, donc en fin d'été là, ce soit potentiellement dû à un manque de fertilisation. Donc il va falloir qu'on réfléchisse avec les équipes à une fertilisation à mettre en place pour compenser ça. Et ce sera forcément chiffré, donc on pourra comparer ça en fin d'essai. Deuxième modalité, c'est la modalité trèfle souterrain. Donc le trèfle souterrain, c'est un trèfle qui peut être utilisé en couvert et qui a la particularité de rester assez petit, contrairement à d'autres trèfles, et de se développer pendant les périodes où la culture va avoir un peu moins besoin de place et de nutriments. Donc en automne et en hiver, globalement, le trèfle va être très présent et il va quasiment disparaître au printemps et à l'été en enterrant sa graine. Et l'idée, c'est qu'il est censé regermer tous les ans et donc offrir un couvert intéressant sans trop de concurrence. Donc voilà, le trèfle il a été semé après la première récolte. Donc au même moment qu'on a mis le paillage, en fait, on a mis le trèfle. On a eu une bonne levée de ce trèfle, mais il y a eu quand même aussi des adventices qui étaient présents, donc notamment du paturin et du rumex. Et en 2025, on a décidé de séparer cette modalité en 2 sous-modalités, l'une tondue et l'autre non, pour voir un peu l'impact que cette différence de pratique pouvait avoir sur la gestion de ce couvert. Globalement, on a observé plus de désherbage manuel sur cette modalité. Voilà. Et enfin, le témoin conventionnel. Donc sur celui-ci, il y avait des adventices quand même assez présentes, mais on a malgré tout une meilleure croissance de la menthe globalement. Ensuite, deuxième essai, l'essai camomille romaine, donc aussi à Chemier. Donc cette modalité-là, on a une modalité quadrillée qui a été... en gros, les plants de camomille ont été plantés selon un quadrillage de 70 par 70, et l'idée de faire ça, c'était de pouvoir ensuite passer dans les 2 sens avec du travail du sol. Comme ça, on gère les adventices à peu près partout. Donc pas trop près du plant, mais sinon, voilà, vous avez l'idée. Sur cette parcelle-là, la parcelle est vraiment très propre et les camomilles sont bien étoffées. Ce qui est aussi intéressant parce que la camomille, ça a tendance à s'étaler. Et parfois, on a des repousses d'adventices au centre de la camomille. Et là, vu qu'elle est un peu contrainte par le travail du sol, elle s'étoffe vraiment au milieu. Et du coup, elle couvre le sol assez pour faire concurrence aux adventices. Et donc, on a quelque chose de vraiment assez propre. Et puis, visuellement, ça se voit. Ensuite, on a la modalité qu'on a appelée évolutive. Donc, sur cette modalité-là, on a d'abord mis en place un paillage avec une toile de géochanvre. Et on s'est dit qu'on allait attendre de voir le temps que le géochanvre mettrait à se dégrader et qu'on le garderait le temps que ça reste, enfin, tant que ça resterait propre, on le garderait. On nous avait dit qu'il devait durer à peu près 7 mois.
Finalement, ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place et il est toujours là. Ça commence à se dégrader doucement, donc on va voir si pour la dernière année, on va peut-être aller sur une autre technique pour tester autre chose, mais on va voir. Et bon, mais le témoin conventionnel, ça a été la parcelle la plus sale. En revanche, c'est un peu dommage, j'ai pas encore beaucoup de données chiffrées, mais voilà, ça viendra. Ensuite, les essais du Sud-Est. Donc, on a aussi un essai sur menthe verte cette fois. Sur celui-ci, il y a une modalité couvert, donc avec du sarrasin qui a été mis en place sur l'été 2024 avant la plantation de la menthe. Pendant la plantation de la menthe, on a aussi fait un semis de trèfle souterrain en même temps, en fin d'été. Mais par contre, on a eu un problème sur ce semis de trèfle souterrain, c'est qu'il y a eu une mauvaise levée. Du coup, en 2025, la parcelle s'est salie assez fort. Il y a eu beaucoup de désherbage manuel, il y a eu des broyages. Ça a entraîné de la mortalité sur la culture. Donc voilà. Et le trèfle souterrain a été ressemé en fin d'été cette année, et cette fois-ci, il y a une bonne implantation. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite du projet. Ensuite, il y a une modalité mécanisation. Donc sur celui-ci, sur celle-ci, il y a eu 9 désherbages mécaniques en 2024 et ensuite on n'en a plus fait cette année en 2025 car la menthe a tellement colonisé la planche que c'était compliqué de continuer à passer. Du coup, il y a eu un gros désherbage manuel qui a été nécessaire. On a un rendement pour cette modalité-là qui est de 23 tonnes à l'hectare en frais avec 3 récoltes. Et à comparer avec le témoin, sur le témoin, pour le coup, on a un rendement qui est quand même de presque 34 tonnes en frais, toujours avec 3 récoltes. Et voilà. Ensuite, on a une modalité, un essai, toujours à la VESC. Sur cet essai-là, on avait autant des petits producteurs que des grands producteurs qui étaient venus dans nos groupes. Et du coup, ils ont décidé de faire 2 modalités séparées, parce qu'ils avaient des envies et des besoins différents. Donc la première modalité, c'est la modalité petite surface, avec un couvert de moutarde qui a été mis en place durant l'été, puis un semis de trèfle souterrain et la plantation du thym en octobre, en même temps. Là aussi, le trèfle a eu une mauvaise levée. Du coup, il a été décidé de détruire ce thym au printemps et à la place de mettre un semis de sarrasin. Alors, vous verrez que le rendement est très mauvais. Mais c'est parce que ce thym a été planté à l'automne, contrairement aux 2 autres modalités où la plantation était en mai. D'ailleurs, ça se voit sur les photos, il est plus petit. Donc, on va voir s'il arrive à rattraper les autres modalités. Mais voilà, il a eu moins de temps, donc c'est certainement majoritairement pour ça qu'il s'est moins développé. Ensuite, sur la modalité, on a une modalité grande surface, du coup. Sur l'interrang, il y a eu du sarrasin qui a été mis aussi. Puis ensuite, un couvert hivernal dans l'hiver. Et sur le rang, il y a eu du binage, à la fois avec une bineuse à doigt cresse et la bineuse Elatec, et du désherbage manuel. Là, on a un rendement de 9 tonnes à l'hectare en frais sur l'année avec 2 récoltes. Et pour comparer, on a le témoin qui, lui, a quasiment 14 tonnes à l'hectare en frais, là aussi avec 2 récoltes. Et sur ce témoin, on a eu des traitements qui étaient moyennement efficaces, donc on a été obligé de désherber manuellement un peu plus. Donc voilà, ce qui sera intéressant aussi, c'est de comparer tous ces temps de désherbage qu'on a dû mettre ici et là et qui nous donnent quand même des indications sur la propreté générale des parcelles. Ensuite, comme je vous disais, on a des essais producteurs qui ont été mis en place. Donc la première année, on n'en a pas eu beaucoup, mais là, à partir de la 2e année, on en a eu un peu plus. Sur menthe, on a un essai de RC-Tri, donc c'est la photo que vous voyez ici. Donc l'idée de la RC-Tri, c'est de couper la menthe après la récolte, de la couper assez court, et ensuite de passer la RC-Tri, qui va gratter le sol, arracher les adventices, et comme la menthe, elle est bien implantée dans le sol avec ses rhizomes, elle va résister. Et le producteur qui fait ça, il l'a fait pas mal de fois cette année et il était plutôt satisfait. Et il envisage de tester une rotoétrie aussi par la suite, pour voir. On a aussi des essais sur trèfle souterrain. Là, j'ai encore assez peu de retours. On a des essais avec du paillage de miscanthus, du couvert de sarrasin avant la culture aussi. Et sur thym, on a aussi 2 essais trèfle souterrain. Et un des essais qu'on a eu dès la première année, c'est chez Yves Rocher. Donc ils ont mis en place un essai qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait sur la station de Chemillé avec la menthe. Donc on a
le test d'un paillage de miscanthus, le test du trèfle souterrain aussi, et un témoin qui correspond à leur pratique classique. Donc eux, ils sont sans traitement chimique. Et là, ce qu'on voit majoritairement, en fait, c'est un couvert hivernal qui a été mis en place. Voilà, je ne vais pas m'attarder, mais très intéressant aussi. Et puis en fait, enfin, pour terminer, notre programmation sur la suite de l'essai, c'est de poursuivre les essais qui sont mis en place en station et chez les producteurs, sachant qu'on va avoir des journées, en fait tous les ans, on a des ateliers en début d'année pour donc avec les producteurs, les industriels, enfin, nos groupes quoi, pour faire un peu le récapitulatif de ce qui s'est passé et puis pour discuter ensemble de ce qu'on va mettre en place sur l'année qui arrive. Donc on peut adapter les essais, on peut prendre des décisions ensemble. Donc voilà. Et puis on a aussi des visites qui sont prévues parce qu'on réunit le groupe et on essaye d'aller voir aussi un peu ce qui peut se passer soit au sein du groupe mais aussi chez d'autres producteurs. Donc voilà. Sachant aussi, j'en profite, qu'on n'est pas fermé à accueillir de nouveaux producteurs si vous produisez certaines de ces cultures et que vous êtes intéressé pour savoir comment ça peut se passer ou même pour faire des essais chez vous. N'hésitez pas à nous contacter. Aussi, le programme, enfin ce projet-là, il a une durée de 3 ans, donc il va se terminer normalement fin 2026. C'est un peu court, donc on a décidé de le reprolonger de 6 mois. Et par la suite, on va aussi faire en sorte que les actions qui ont commencé à être mises en place dans ce projet-là soient poursuivies dans le projet Adémar, vu qu'on a des sujets très proches, et qu'en plus on travaille sur des cultures pérennes, donc c'est très intéressant de pouvoir les suivre le plus longtemps possible. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Julie. On a quelques minutes pour des questions. Oui, Bernadette Julier, INRAE, présidente du conseil scientifique d'ITEPMAE. J'avais une question surtout sur les essais que vous faites en station, parce que ça s'applique peut-être un petit peu moins. C'est quels sont les dispositifs expérimentaux? Est-ce que vous avez des répétitions qui permettent de traiter statistiquement les résultats? Et quels sont les critères que vous utilisez pour mesurer les effets des différents traitements et comment vous les quantifiez? Est-ce que c'est plutôt des notes? Est-ce que c'est des mesures, par exemple, de biomasse d'adventices, des identifications des adventices? Voilà. Quels sont l'ensemble des critères, alors y compris, je sais pas, le temps de travail du passage du robot, le temps de travail du désherbage manuel, s'il y en a, etc. Merci. Pour le côté statistique, le problème c'est que vu qu'on est sur des itinéraires globaux, c'est assez compliqué d'avoir des répétitions et ce genre de choses, donc on n'a pas prévu de faire des statistiques à la fin parce que c'est vraiment un peu trop compliqué. Par contre, on a fait des parcelles assez grandes pour pouvoir quand même observer quelque chose de manière assez large. Et puis, on s'appuie aussi malgré tout sur les essais producteurs pour avoir... Alors, c'est pas des répétitions donc telles parce que c'est pas les mêmes conditions expérimentales, mais ça nous permet quand même de voir les techniques dans d'autres contextes et puis de voir un peu aussi comment les producteurs peuvent se les approprier. Donc voilà pour le côté un peu comme ça. Et sinon, pour ce qui est notation, donc oui, j'ai parlé du temps de travail qu'on mesure. On va aussi évaluer le coût économique, évidemment, même si ça n'a pas encore été fait. Et puis on fait aussi des mesures de croissance, de recouvrement des adventices pour comparer un peu à quel point les parcelles sont propres avec des critères un peu plus fiables que des observations générales. S'il y a des récoltes, on les pèse. Ça nous permet de faire les premiers rendements qu'on a vus aussi. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Dans les recouvrements des adventices, on compare aussi la part de chaque adventice pour voir un peu s'il y en a des prédominantes. Bon, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Pour Adémar, alors c'est ce qu'on est en train de faire. On a un groupe de travail qui travaille sur les protocoles à l'heure actuelle. Donc on a présenté un peu toutes les notations qui étaient possibles. À l'heure actuelle, on est en train de réfléchir avec les partenaires en fonction des essais sur ce qu'on souhaite faire, ce qui semble le plus pertinent en termes de temps de travail aussi de notre côté. Ensuite, sur les répétitions, donc pour les premiers essais, là, comme on travaillait plus sur un mode de screening, et je pense que pour la suite, on verra si on continue si on essaye de faire des choses un peu plus robustes en termes de statistiques. Pour le moment, c'est plus un premier pas, on va dire. Voilà.
Nicolas Jacquet, Tradilord. Je voudrais vous faire part d'une mauvaise expérience de couvert. On avait fait une plantation sur du film géotextile. En interrang, on avait semé du trèfle. Le but, c'était d'entretenir le trèfle à la tondeuse. Au début, c'était très joli. Le trèfle a attiré des mulots. Les mulots ont proliféré. Ils ont mangé tout le trèfle, les racines du trèfle, et après avoir détruit le trèfle, ils sont attaqués aux racines de la culture. Donc il a fallu vite sortir le géotextile, travailler le sol à la fraise plusieurs fois pour chasser les mulots. Donc je veux dire, les couverts, il faut faire attention, des fois on peut avoir de très mauvaises surprises inattendues. Oui, Xavier Simonet, Agroscope. Merci pour ces présentations, c'est très intéressant, mais c'est un gros challenge. Puis, on a des collègues aussi, enfin moi j'ai des collègues en viticulture, ils ont un peu les mêmes problématiques. Je pense souligner quand même ce qui a été dit tout à l'heure, c'est par rapport à la nutrition azotée. Je pense que c'est un paramètre qui est important à faire rentrer dans les essais. Il y a ça, il y a peut-être moi je pense aussi au suivi de la température du sol, surtout des reprises printemps avec des paillages organiques, des fois assez épais. Donc il y a un microclimat quand même qui est perturbé par rapport par rapport à une conduite traditionnelle. Il y a le suivi de l'humidité du sol, je pense, peut-être ça, c'est tout des choses intéressantes à suivre. Et puis oui, j'avais la question aussi par rapport aux parasites, mais je pensais à des plus petits parasites, peut-être des coléoptères ou des choses comme ça qu'on a sur les mandes, ces paillages organiques ou les plantes, c'est des refuges sympas pour ces prédateurs ou ces ravageurs après. Donc je pense que c'est tout ça à inclure dans le... Mais peut-être que vous y avez déjà pensé. Sur les ravageurs, il n'y a pas de notation prévue. Après, forcément, il y a des notateurs qui passent. Donc oui, bien sûr, s'il y a certains ravageurs, si on observe plus de ravageurs, ça sera une observation qui sera mise en valeur. Oui. Ouais, une dernière question. Après, 2 dernières questions, allez. Oui, il y a aussi l'aspect gestion de l'eau qui est intéressant peut-être avec les paillages. Voilà, je pense qu'il y a eu des essais déjà qui ont dû être évalués, enfin qui ont dû évaluer les économies d'eau, notamment d'irrigation, qu'on pourrait obtenir avec ça. Et est-ce qu'il y a la volonté après d'évaluer cet aspect-là au sein d'ITEPMAI? Voilà. Alors, sur les paillages, c'est vrai qu'il a été mis à chemiller. Alors, je ne sais pas si concrètement c'est possible sur la station de le faire en vue du dispositif expérimental. Ça, il faut poser les questions à nos collègues. Je ne sais pas si vous avez des réponses. C'est peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue technique. Enfin, en tout cas, à chemiller, je sais pas, dans le sud. D'après ce que j'ai entendu, c'est faisable, mais c'est très long, c'est ça? C'est pas prévu, ouais. Voilà, oui. Pas dans le dispositif actuel, je pense. Mais plus globalement, par rapport à la question de la gestion de l'eau, il y a effectivement au sein de l'ITEPMAI et des collègues avec qui on travaille, cette réflexion pour imaginer des itinéraires qui permettent de limiter les pertes d'eau. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits sur les couverts végétaux en particulier. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on était plus dans une démarche d'observatoire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de mesures, d'instrumentation, etc., pour être capable de quantifier l'impact de nouvelles pratiques agronomiques sur la gestion de l'eau au niveau de la parcelle et au niveau de la plante. Alors, via des travaux, un peu comme les travaux qui ont été montrés hier, ou des travaux précédents dans le cadre d'un programme Lavande, on commence à avoir maintenant des idées sur justement les outils dont on pourrait équiper, qui pourraient équiper une parcelle pour être capable de quantifier tout ça. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais ça fait partie des réflexions pour aller un petit peu plus loin sur être capable de mieux objectiver l'impact de pratiques sur la gestion de l'eau. Oui, Une non, dernière ouais, question. Ouais. encore une question. C'était à propos des racines profondes et notamment le liseron et d'autres plantes invasives. Quelle est la solution et en particulier sur le paillage? Parce que là, par contre, c'est la limite des paillages, justement, les racines profondes. Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions envisagées?
Alors, l'idée de ce qu'on a rapidement évoqué, mais du coup, on a fait une formation sur la reconnaissance un peu plus spécifique des adventices. Donc, potentiellement, ça pourrait être des notations où on va vraiment identifier quel adventice repousse spécifiquement. Et donc là, on pourra voir potentiellement s'il y a plus de vivaces, etc. Voilà. À l'heure actuelle, je n'ai pas la réponse puisque on vient de pailler là. Donc voilà. Oui, et puis nous, sur le paillage de Miscanthus, on n'a pas trop eu ce souci particulier. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est un problème. C'est pas un problème, c'est vraiment parfois dépendant des parcelles et des terroirs. Donc, on vous invite à venir aux ateliers de co-conception si vous avez des problèmes. Comme ça, vous pourrez tester les paillages chez vous et vous nous direz si ça fonctionne. Voilà. Sur cette invitation, on va clôturer cette première partie de présentation de projet. Merci encore à vous.